Cultination, bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons revenir sur les histoires de ces femmes qui ont marqué le milieu criminel, tant par leur intelligence que par leurs crimes. Comme à notre habitude, prenons le temps de faire un petit disclaimer. Rappelons-le, ce type de vidéo n'a qu'une visée informative. Elle ne cautionne pas, ne justifie pas et n'appelle pas à ce type de comportement. Enedina Arellano, la bosse de Tijuana. Enedina Arellano Félix de Toledo, dit la reine, est considérée comme la première figure d'autorité féminine du narcotrafic. Née le 12 avril 1961 à Mazatlán, au Mexique, elle a débuté dans le milieu criminel en jouant les comptables pour le cartel que ses frères avaient, le cartel de Tijuana. Fondé par la famille Arellano Félix, ce groupe est décrit comme l'un des plus importants et des plus violents groupes criminels du Mexique. À l'arrestation de ses frères, et plus particulièrement de son frère Eduardo Arellano Félix, Enedina, qui jusque-là s'occupait de l'aspect financier, se retrouve à la tête de l'organisation. Enedina change l'approche du cartel, en rendant sa vision plus commerciale. Les pratiques anciennes et violentes de ses frères sont avortées. La reine rétablit l'ordre. Il n'y aura plus de guerre sanglante, car le sang ne sera plus la solution à tous les problèmes. Enedina a une autre stratégie, les alliances. Alors elle va laisser de côté les querelles et créer des relations avec d'autres cartels. Ainsi, celle qu'on nomme la reine est souvent louée pour son leadership, plus clean que celui de ses frères, mais aussi à son intelligence et sa capacité à manager dans un univers principalement dominé par des hommes. Enedina est cette main de fer dans un gant de velours. Sandra Avila Beltrana. Parmi les relations qu'Enedina a su créer, il y a celle avec Sandra Avila Beltrán. Née en 1960 à Baja California au Mexique, Sandra, dont l'un des surnoms est la Reina del Pacífico, est un membre important du cartel de Sinaloa, qui vous dit peut-être quelque chose car il s'agit de celui de Joaquín Guzmán, plus connu sous le nom d'El Chapo, un mafieux mexicain et baron de la pègre très connu. Ainsi, ce cartel est une organisation internationale vaste spécialisée en trafic de substances illégales. Et c'est dans ce milieu que Sandra évolue. Et on pourrait même dire où elle excelle. Car l'US Government la considère comme un élément ayant joué un rôle important et fort dans les liaisons et les échanges entre le cartel de Sinaloa au Mexique et le cartel colombien Norte del Valle. Tout comme sa consoeur Enedina, Sandra mise sur le relationnel. Il faut des alliances. Moins d'ennemis, c'est s'assurer la pérennité. D'ailleurs, suivant cette logique du « sois proche de ton ami, mais encore plus de ton ennemi », Beltrana s'est mariée 2 fois et a 2 ex-policiers qui ont fini par rejoindre le cartel, mais pas que malheureusement, puisqu'ils ont aussi rejoint l'autre monde. Bien que Beltrana ait une vie plutôt médiatisée, elle a su pendant longtemps éviter de laisser des traces derrière elle, ne permettant pas ainsi à la police de récolter des preuves. Peut-être a-t-elle pu compter sur les anciens collègues de ses époux. Car comme c'est connu, en Amérique latine, la police est très corrompue. Toutefois, les conséquences de nos actes nous rattrapent toujours, et elle a été arrêtée le 28 septembre 2007 à Mexico. Elle a été accusée et reconnue coupable de blanchiment d'argent, et là, on parle en milliards de dollars de marchandises passées en contrebande de la Colombie au Mexique. Alors sa couverture de la désespérée femme au foyer qui vend des vêtements pour vivre n'a pas su convaincre la justice. Elle écope d'une condamnation de 7 ans, dont 2 années passées en isolement. Elle est relâchée en 2015, mais depuis sa peine, Sandra a gagné en popularité. On écrit des livres sur elle, des chansons, et Netflix a même produit une série télévisée inspirée, et on peut même dire basée sur sa vie, la Reine du Sud. D'ailleurs, le titre est une pure référence au surnom de Beltrana. Comme nous l'avons dit auparavant, on l'a surnommée la Reine du Pacifique, mais aussi la Reine du Sud. On vous laisse garder ce petit détail à la fin pour que le lien avec Netflix ne soit pas trop évident. D'ailleurs, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à partager votre avis. Toutefois, ce biopic n'a pas attiré l'attention positive de la principale concernée, qui a déposé une plainte en civil pour l'utilisation non autorisée de son image. Plutôt protocolaire notre mafieuse. Rafaela Dalterio, The Big Female Kitten. Surnommée la grosse chatte, elle est la marraine blonde à la tête du célèbre clan italien Camorra Pianese depuis que son mari a été assassiné en 2006. Toutefois, à Naples, le matriarcat est encore plus prononcé que dans le reste de l'Italie, ce qui n'a surpris personne lorsque Rafaela a succédé à son défunt mari.
Son règne a été de courte durée, puisqu'elle a été arrêtée avec 65 autres membres en juin 2012 à Naples. Les accusations portées contre la veuve incluent le chantage, le trafic de stupéfiants, le blanchiment d'argent, mais aussi la falsification de documents, ainsi que des activités criminelles dans les secteurs de la construction et de l'élimination des déchets. La marine italienne a récolté des milliards de dollars. Et pour défendre sa position d'autorité, elle n'a pas hésité à utiliser tous les moyens possibles et inimaginables, allant même parfois jusqu'au meurtre. Antonietta Bagarella. Parmi les mafiosas les plus connus en Sicile, Antonietta Bagarella, dite Ninetta, elle est l'épouse de Totorina, une des grosses têtes de la Cosa Nostra. Née en 1944, elle épouse Toto en 1974 dans le plus grand secret, et de leur union naquirent 4 enfants. Considérée comme complice, Ninetta a eu de nombreux désagréments avec la justice. La femme a été condamnée à de nombreuses reprises à des séjours en prison. Mais elle a toujours joué la carte de la femme amoureuse, ce qui lui a valu autant de condamnations que de réductions, même des annulations de peine. Au final, elle ne sera jamais allée réellement en prison. Mais en réalité, Ninetta avait un rôle central dans les affaires mafieuses de son époux et du clan. L'année de la mort de son mari, en 2017, dans la prison de Parme, la justice a découvert que c'était elle qui gérait toutes les affaires de Toto. Elle avait le rôle de trésorière. Mais pas que. C'était elle qui faisait la médiation entre les barons locaux après l'arrestation de son époux. Ainsi, Ninetta a su se montrer autant maligne que discrète et a réussi à échapper à l'emprisonnement. Maria Licciardi. Restons encore en Italie avec Maria Licciardi. Née en 1951, celle qu'on appelle la madrina en raison de son petit poids, mais aussi la principessa, est un membre actif du clan familial qui est affilié à la grande mafia Camorra. Elle était l'un des éléments les plus puissants de la filiale Camorra dans la vie de Naples. Suite à l'arrestation de ses 2 frères et de son mari, elle accède au pouvoir et reprend la tête du clan. Elle est la première femme à devenir la patronne de la firme criminelle familiale. Elle prend aussi le contrôle de l'une des alliances de l'organisation Camorra. Maria a su maintenir la stabilité du clan et a renforcé la coalition fragile entre la vingtaine de petits sous-groupes du clan. Grâce à ce management, elle a pu étendre le contrôle et le pouvoir de leur clan, faisant d'eux les numéros 1 en matière de stupéfiants, de tabac et de plaisir de la chair, dirons-nous. Sous son règne, grâce à ces changements, le clan n'a jamais cessé d'être lucratif, surtout sur le plan charnel. Avant Maria, la Camorra avait un code de conduite qui leur interdisait de gagner de l'argent grâce à la prostitution. Mais Maria, une fois au pouvoir, a brisé et outrepassé ce code en achetant des filles à la mafia albanaise et en les faisant travailler sur le territoire italien. Beaucoup d'entre elles étaient venues sur la promesse d'un travail légitime afin d'échapper à la pauvreté écrasante de leur patrie. Mais elles finissaient par être réduites en esclavage et contraintes à donner leur corps. La plupart d'entre elles étaient des mineurs. Maria était sans foi ni loi. Selon des sources policières, elle était réputée pragmatique, exceptionnellement intelligente, mais surtout impitoyable, froide et calculatrice. Mais tout le paradoxe de ce personnage résidait dans sa grande bonté. Elle a veillé sur la population locale, n'hésitant pas à donner des aumônes ou à fournir de l'argent à ceux qui étaient sans prestation sociale. Elle n'hésitait pas non plus à embaucher, ce qui a fait du clan une des principales sources d'emploi. Elle est arrêtée par la police de Naples en 2001. Elle n'a imposé aucune résistance. En prison, elle n'a pas pour autant perdu le contrôle du clan, bien au contraire. Les prisons ne représentent pas un obstacle pour la Camorra. Elle a été libérée en 2009 après 8 années passées en cellule. Mais elle sera une nouvelle fois arrêtée en 2021 alors qu'elle tentait de se rendre en Espagne. Rosetta Cutolo. Il semblerait qu'elle soit celle qui inspirait notre cher et tendre Licciardi dans sa gestion du clan. Rosetta Cutolo est une des sœurs du big boss de la Camorra. Comme son frère passait le plus clair de son temps derrière les barreaux, Rosetta s'est rapidement occupée de la gestion quotidienne de la mafia. Son surnom était Yoshi's Ghiaccio, ce qui signifie les yeux de glace. Malheureusement, son frère avait quelques tendances mégalomanes. Il ne cesse de créer des scandales, de donner des interviews et de faire des grands discours dans la salle d'audience, alors que Rosetta, elle, faisait profil bas. Brillante en matière de chiffres, Rosetta a su négocier avec des grands barons sud-américains du milieu.
et être à la tête d'assemblées générales avec des représentants des clans les plus importants de la mafia sicilienne et italienne. Voyant son influence, la police décide de faire une descente dans sa succursale en 1981, alors qu'elle présidait une réunion avec des hauts représentants mafieux. Rosetta a réussi à s'échapper en se cachant dans le tapis dans une voiture conduite par un prêtre. C'est vraiment digne d'un scénario. Par la suite, elle n'a pas été vue en public pendant plus de 10 ans et elle a su diriger les opérations dans l'ombre. En 1993, elle finit par se rendre après que la police ait trouvé sa cachette. Elle était arrivée devant le commissariat en disant « Je suis fatiguée d'être une fugitive ». Toutefois, elle reste maligne et même si elle se livre, elle ne reconnaît pas toute son implication dans le destin mafieux de la famille. Elle écope de 9 ans de prison, réduite à 5 car Rosetta persuade les autorités et la justice qu'elle est inoffensive et qu'elle n'était là que pour aider son frère. Un frère qui a toujours soutenu que Rosetta ne savait rien des activités criminelles de la famille et qu'elle ne faisait que ce qu'il lui demandait. Beaucoup continuent à croire qu'elle n'occupait pas un rôle important parce qu'elle était une femme et que, chez les Camorra, c'est la masculinité qui l'emporte. Même les policiers doutaient de son implication en raison de sa condition féminine. Toutefois, un homme, et pas de moindre, le procureur Antonia Lodati, qui a interrogé Rosetta à plusieurs reprises, pense, lui, qu'elle était la véritable force du clan. Il dira même lors d'une interview que l'on retrouve dans l'ouvrage Mafia Woman, son frère a toujours été sous le pouvoir de sa forte personnalité. Il est en prison depuis 30 ans. Et pendant ce temps, elle est devenue directrice de la Nuova Camorra Organizzata à part entière. Alors, qui était réellement aux commandes ? Judy Moran. Quittons l'Europe pour aller vers un pays continent plus lointain, l'Australie. Judy Moran, dite Judy, est née en 1944 à Victoria. À 19 ans, elle épouse Leslie Johnny Cole, avec qui elle entre dans le milieu de la poudre. Leur union ne durera que 3 ans. Vous savez, la fameuse règle des 3 années. Et Johnny et Judy divorcent. Quelques années plus tard, en 82, Johnny est abattu dans un conflit entre des gangs. Au moment de sa mort, Judy avait déjà commencé, en 66, soit quelques mois après leur divorce, une nouvelle relation avec Lewis Moran. La vie de Judy est parsemée de morts. Elle perd son fils et tous ses ex-époux. Mais outre le deuil, elle sera aussi reconnue coupable du meurtre de son ex-beau-frère Desmond Moran. Pour ce crime, Judy écopera de 26 ans de prison, avec une période sans libération conditionnelle de 21 ans. En tant que femme d'affaires, Judy a profité de tout ce que nous nommerons des malheurs et des crimes pour écrire un livre qui sera adapté en plusieurs séries et films télévisés. Être endeuillée et meurtrière, oui, mais perdre des opportunités, ça, jamais. Anna Gristina. Sorti en 2021, le film Soccer Mom Madame s'inspire de la vie d'Anna Cristina, une mère de banlieue qui a lancé un service d'escorte haut de gamme et qui a empoché des millions avant d'être arrêtée. L'histoire d'Anna Gristina commence lors de sa rupture avec le père de ses enfants. Elle se trouve dans une relation toxique qu'elle doit cesser. Seulement, elle se retrouve, par la même occasion, seule avec ses enfants à son unique charge. Devant subvenir à leurs besoins, les plus essentiels et primaires, Anna se met à travailler au salon de massage de son cousin. Un massage avec plus d'affinité. Après avoir appris, ou plutôt volé, les ficelles du métier, elle décide d'ouvrir son propre établissement en élevant les standards. Les plus belles femmes de New York pour les plus puissants et les plus riches hommes de la ville. Dans son salon, des beautés sont présentées à des hommes célèbres, des sportifs, mais encore des hommes d'affaires richissimes. Le service proposé par Anna était de 2000 $ par heure, l'escorting de luxe. Face à un public d'hommes aussi influents, le FBI commence à s'intéresser à l'entreprise d'Anna. Elle est arrêtée en 2012. Elle plaide coupable pour avoir encouragé la prostitution et est condamnée à purger une peine de 6 mois en prison et 5 ans de probation. Toutefois, malgré la pression, Anna n'a jamais révélé les noms de ses clients. Aujourd'hui, elle mène une vie paisible avec sa famille à New York. Jamaica Thompson. Ancienne trafiquante américaine, Jamaica Thompson Hairston a su se hisser au sommet durant l'épidémie de crack des années 1980 à Los Angeles aux États-Unis. Elle était surnommée la Queen Pin. Expulsée de chez elle à un jeune âge, Thompson était pourtant déterminée à gagner de l'argent. Elle s'est donc rapidement associée à un homme plus âgé du nom d'Anthony Mosley, avec qui elle dirige une entreprise de trafic de poudre blanche à succès.
Quelques années plus tard, les deux se marièrent et eurent un enfant. Malheureusement, le jeu de la drogue n'épargne personne et Anthony, son mari, est assassiné. Bien que dévastée, Thompson continue à tenir l'organisation d'une main de fer. Elle établit de nouvelles relations et s'installe dans de nouveaux territoires à travers les États-Unis. À la même époque, elle investit dans un salon de coiffure basé à Los Angeles qui accueille des célébrités. Et alors qu'elle a décidé de refaire sa vie avec un autre homme, Cheese, elle ne s'était certainement pas imaginé qu'il s'agissait en réalité d'un indique pour les autorités fédérales. Ainsi, Thompson se retrouve dans le viseur de la police et doit fuir. Après 2 années de fuite, son instinct maternel ne peut se résoudre à l'idée de ne pas assister à la cérémonie de remise de diplôme de son fils. Et ça, la police le sait. Ainsi, elle est appréhendée par les autorités, jugée par la justice et reconnue coupable d'accusations en lien avec le trafic et elle écope de 15 ans de prison. Toutefois, elle est libérée en 2005 après 13 années dans une prison de sécurité maximale. Thompson est une nouvelle femme, une repentie. En prison, elle dit avoir trouvé la voie de Dieu et devient ministre évangélique à la Second Chance Ministries de Los Angeles. Sa mission ? Montrer que grâce à Dieu, tout le monde peut avoir une deuxième chance. Et vous, que pensez-vous du principe de seconde chance ? Thelma Wright. Elle est la première femme originaire de Philadelphie à apparaître dans la série American Gangster Trap Queens de la chaîne BET. Thelma Wright rencontre celui qui deviendra son mari quand elle a une vingtaine d'années. Lorsque son mari, Jackie Wright, un acteur majeur du milieu de la pègre de Philadelphie, a été assassiné, elle fait face à un choix. Commencer une nouvelle vie loin de ses querelles ou reprendre le business familial. Malheureusement, avec son besoin de reconnaissance et son attrait pour l'argent, Thelma reprend les rênes de l'entreprise qu'a laissé son mari et devient la reine gangster de Philadelphie, transportant de la poudre et des amphétamines entre Los Angeles et Philadelphie. Seulement, la vie n'est pas aussi simple qu'elle l'avait imaginé. Trop de risques, la peur constante de perdre sa vie. Elle se retrouve au cœur de fusillades, elle ne cesse d'esquiver les balles et c'est trop dur pour elle. En 1991, Wright décide de quitter le jeu. Pendant des années, elle reste silencieuse et à l'abri des regards. Son passé est derrière elle. En 2011, l'heure était au mea culpa. Wright décide d'arpenter la voie de la rédemption en avouant la vérité dans un livre autobiographique With Eyes from Both Sides. Ainsi, nous finirons cette vidéo sur ces mots, car ils sont de celle qui a vécu ces choses dont nous avons parlé tout au long de la vidéo. Quand je fais le tour et que je parle aux gens, je leur fais savoir qu'ils doivent rester à l'écart de ce jeu, qu'ils ne vont pas gagner. C'est un no-win. Il n'y a que 2 options, la mort ou la prison. C'est tout, il n'y a rien d'autre. En y repensant maintenant, j'ai fait ce que j'ai fait pour survivre, pour prendre soin de moi, de mon fils. Est-ce que je recommencerai ? Non, non absolument pas. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Likez, likez et likez encore. Cela nous donne la force d'avancer avec vous. Pour les nouveaux et ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et aussi n'oubliez pas la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos postées couramment. Un dernier truc avant de se séparer. Savez-vous comment le célèbre Titanic a-t-il été construit et quels sont les mystères qui entourent ce géant paquebot ? Cliquez sur le lien qui s'affiche en haut dans le coin droit et vous en apprendrez plus et vous saurez quelques secrets sur le Titanic. Allez, à bientôt sur Cultination.